Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Edouard Plenel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, président et cofondateur de Mediapart. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier qui vient d'être publié aux éditions de La Découverte, La victoire des vaincus, à propos des Gilets jaunes. D'abord un mot de la mobilisation de ce week-end. Peut-on parler des Gilets jaunes, de leur combat de plus de 4 mois, de leur mobilisation, de leurs revendications, notamment sur les ronds-points, sans parler de violence? Je vous ai entendu hier sur BFM. On ne retient que ça de ce week-end, les violences. Réduire les gilets jaunes aux violences des samedis est évidemment une caricature et c'est un argument qu'utilise le pouvoir pour, comme il l'a fait depuis le début, essayer de décrédibiliser ce mouvement au lieu de l'entendre. Les gilets jaunes, c'est d'abord des gens qui se rencontrent, qui prennent leur destin en main, qui au lieu de rester les bras croisés se parlent, essayent d'inventer des réponses à la crise sociale, démocratique, écologique. Non, l'événement de ce week-end, ce n'est pas les violences. L'événement de ce week-end, c'est la convergence sociale et écologique, non seulement sociale et écologique, mais aussi avec les quartiers populaires sur les violences policières, puisqu'ils étaient présents. L'événement, il est là. Qu'il y ait eu des violences par ailleurs, c'est quelque chose, mais ce n'est pas ce qui peut résumer la journée de samedi. Vous avez notamment pointé hier soir dans votre interview sur BFM la responsabilité des médias. C'est quoi exactement cette responsabilité, ou plutôt l'irresponsabilité des médias dans le traitement de cette information? Depuis le début des Gilets jaunes, les Gilets jaunes mettent à l'épreuve un système médiatique d'infos en continu, qui donc part d'événement en événement, d'incident en incident, de petites phrases en petites phrases ou de violence en violence. Les Gilets jaunes, c'est pas ça. C'est des gens qui prennent le temps de se parler. C'est des assemblées. Nous avons beaucoup traité à Mediapart l'assemblée des assemblées de Commercy et la prochaine va avoir lieu à Saint-Nazaire. Donc ce qu'il aurait fallu faire dans ce type de médias, c'est prendre le temps. Mais ça ne va pas avec la logique d'audience. Et puis leur autre problème à ces médias, c'est qu'ils veulent absolument des représentants, ils veulent des porte-paroles, ils veulent des leaders, ils veulent des chefs. Comme ils veulent des présidents, ils veulent des chefs de gilets jaunes. Donc ils en inventent, ils en sollicitent, puis après ils disent une petite phrase et puis ça dérape. La vérité, c'est que les gilets jaunes, d'où parfois d'ailleurs les protestations venues de la base, c'est un mouvement auto-organisé. C'est pas un mouvement qui peut se réduire à des porte-paroles. Donc des deux côtés, il y a quelque chose qui met en évidence, je crois, la crise de cette information immédiate, en continu, et il faut obliger, et je crois que beaucoup de journalistes s'y essayent quand même dans ces médias, il faut essayer de prendre du temps. Il faut prendre du temps pour comprendre l'inédit, l'inconnu, l'imprévu. À propos des médias, justement, France Culture organise ce soir une rencontre entre le président Macron et plusieurs dizaines d'intellectuels. Quelle lecture il faut avoir de cette opération? Est-ce que c'est une opération de communication? Est-ce que c'est un vrai débat qui va avoir lieu? Je ne crois pas que ce soit au service public d'organiser des rencontres dans le cadre de la campagne politique du président de la République. Par ailleurs, après, le président de la République rencontre qui il veut, les intellectuels viennent ou ne viennent pas. Moi, je ne crois pas que ce soit là que se jouent les réponses à notre pays. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose en profondeur. Regardez avec les jeunes, regardez encore une fois avec ce mouvement social. La vraie question qui est posée aujourd'hui, elle est posée aux partis de l'émancipation, aux gauches dans leur diversité, qui pour beaucoup ont été trop frileuses par rapport à ce mouvement. Qui elles-mêmes se sont dit ce mouvement, on ne sait pas trop où il va, il y a de l'extrême droite, on ne sait pas notre histoire, c'est pas des gens qu'on connaît, c'est un milieu social qu'on ne représente pas, etc. Du coup, ils ont été trop en arrière de la main, y compris sur la question des violences policières où ils auraient dû depuis le début faire une grande marche, faire une grande riposte. Je crois que la vraie question qui est posée aux organisations politiques de gauche comme aux organisations syndicales, c'est qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles font face à ce mouvement? Ce mouvement devrait être relayé aujourd'hui. Il devrait être relayé dans les entreprises. Il devrait être relayé par tous les travailleurs. Il ne faut pas, regardez les gilets jaunes. Je l'entends parfois des gens dire « Ah, quand nous on se mobilisait sur les retraites, les gens qui sont sur les ronds-points, ils n'étaient pas avec nous. » Mais ça, c'est une parole d'égoïsme parallèle. Au contraire, il faut montrer l'exemple des causes communes. Les causes communes. C'est sur le climat que se sont fait les causes communes avec les Gilets jaunes, fin du mois, fin du monde, même combat depuis décembre. Et finalement,
C'est pas ça qui a perdu, c'est au contraire ça qui s'est étendu et qui a fait fuir l'extrême droite dans le mouvement. Et donc, aujourd'hui, la responsabilité de tous ceux qui sont pour l'émancipation, c'est d'accompagner ce mouvement. Pour une raison toute simple. Il faut croire ce qu'on dit. Il faut croire ce qu'on dit. Si on pense que ce niveau d'inégalité où la majorité de la richesse est captée par une infime minorité à l'échelle de notre pays comme à l'échelle du monde, si on pense que c'est insupportable, que c'est intenable, que ça nous emmène dans le mur, si on pense que la crise écologique fait que nous avons, 15, 20 ans pour essayer d'empêcher que l'irrémédiable se produise et que, au fond, nous ne pouvions plus revenir en arrière sur la destruction du tout vivant. Si on pense que la présidence Macron est l'ultime et la fois de trop confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul, la crise du présidentialisme français. Si on pense tout ça, eh bien on se dit, pour prendre une image toute simple, c'est comme dans un train, eh bien on se dit que les passagers qui sont dans ce train qui va dans le mur doivent tirer le signal d'alarme, déclencher les freins d'urgence. C'est ça. Donc pour moi, les jeunes du climat le vendredi, les gilets jaunes le samedi, c'est ça qu'ils disent. Ils disent faut arrêter, faut se poser, faut changer le logiciel. Et je préfère cet agenda-là plutôt que toutes les compétitions d'appareils et les rivalités des uns et des autres. Je dis ça dans le livre. À la différence, Marx disait... Justement, j'allais venir sur Marx, parce que vous le citez dans le livre, et vous dites que toute révolution, enfin vous le faites, vous reprenez sa citation, toute révolution a besoin d'une question de bouquet. Le suffrage universel, c'est la question une question de banquet, pardon. Et le suffrage universel, c'est la question de banquet de la nouvelle révolution. Comment on sort de cette crise, Édouard Penel, justement, à l'aune de cette phrase, justement, si on reprend les propos de Marx? La phrase « question de banquet », ça veut dire qu'aujourd'hui, la question qui unifie dans leur diversité des travailleurs pauvres, des retraités, des petits patrons, des gens de tout milieu, et qui les politise, qui les amène à réfléchir ensemble, c'est cette question démocratique. C'est reprendre la maîtrise de leur avenir. Et par ailleurs, l'autre phrase de Marx qui, en revanche, que je conteste un petit peu, c'est quand Marx dit « les révolutions, c'est la locomotive de l'histoire », et je rappelle ce que lui dit Walter Benjamin, il dit « non, les révolutions, c'est le moment où les passagers du train déclenchent les frais d'urgence, parce que la catastrophe, elle n'est pas devant nous. La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. C'est qu'on n'est que des logiques d'appropriation, de consommation, d'enrichissement égoïste, de prévarication, d'indifférence aux autres, d'indifférence au monde. Donc il faut arrêter ça. Après, moi, je suis que journaliste, je dis que ce que nous constatons, nous, c'est cette catastrophe et qu'il vaudrait mieux tout d'un coup se poser et l'éviter. Mais les solutions, c'est au peuple de l'inventer, pas à moi. Mais quand vous dites que justement l'une des réponses c'est la question démocratique, ça voudrait dire que par exemple il faudrait repasser par un vote, il faudrait organiser un débat qui soit un véritable débat citoyen qui intègre toute la population française. C'est quoi aujourd'hui la réponse démocratique à la hauteur ? Il y a déjà une réponse démocratique dans le cadre de la Ve République que Macron refuse. Encore une fois, il pourrait déclencher des élections anticipées, un référendum. Je rappelle que le général de Gaulle a fait les deux. Il a dissous l'Assemblée nationale après mai 68, et il a déclenché un référendum dont il a tiré les conséquences. Donc je veux dire, il est plus démocrate, le général de Gaulle, que ne le sont ses successeurs. Et en même temps, la Ve vit une lente agonie, vous dites dans le livre. Oui, mais je dis déjà, moi je dis ce qui est disponible. Autrement, il y aurait pu y avoir un débat public organisé selon les normes de la Commission nationale du débat public, transparent, équitable, égal, ce que demandait Madame Joanneau, et ce qui a été refusé, le président et l'Élysée préférant faire un débat qu'ils contrôlent, un débat à leurs mains et qui du coup déçoit, et du coup ils ont du mal à atterrir. Et puis après, encore une fois, c'est Cyril Dion qui est pacifiste, qui disait ça en décembre, à la première marche pour le climat, le réalisateur de Demain après-demain, après en passant la parole à un gilet jaune. Il dit « Les gilets jaunes », et depuis il a fait un appel avec Priscilla Ludowski, nous ont appris qu'on n'obtiendra rien sans confrontation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bloquer pour que ça change. Donc pour qu'il y ait une action sur le climat,
eh ben, il faut faire des pétitions citoyennes, des manifestations citoyennes pour qu'on ne reporte pas les décisions sur les pesticides, qu'on ne fasse pas de compromis avec Trump sur le fond des enjeux, pour qu'on se remette vraiment en cause, pour qu'on ne soit pas en train de privatiser le nucléaire comme Mediapart l'a révélé la semaine dernière. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, c'est une question d'une société qui s'auto-organise et qui pose cette réponse. Et puis, de la même manière, sur les revendications sociales ou les revendications démocratiques des Gilets jaunes, elles sont sur la table. Il faut lire leurs textes, il faut aller les voir, il faut aller discuter. Eh bien, il y a plein de formes qui peuvent être faites. Peut-être peuvent-elles faites à l'échelle des communes, à l'échelle des territoires. Il y a tout ça est là. Un mot sur l'état de la presse. On parlait de démocratie. La presse, c'est quand même un mode d'expression démocratique. Mediapart vient de fêter ses 11 ans. Vous organisez ce samedi le festival de Mediapart au 104 à Paris. On a tous en tête les tentatives de perquisition récentes dont vous avez fait l'objet. Vous vous sentez menacé à Mediapart ? Non, nous on fait notre travail. Bon, simplement on dérange parce qu'on est totalement indépendant. C'est quoi la force de Mediapart, au-delà du talent de son équipe? C'est l'indépendance économique. Mediapart, c'est une réussite permise grâce à nos lecteurs d'un journal qui ne dépend que de ses lecteurs. C'est une exception aujourd'hui dans le paysage. C'est une exception. Dans un moment comme celui-là où c'est clair, il y a une grande peur des possédants, il y a un petit milieu qui est affolé, qui est inquiet, eh bien la dépendance économique des principaux médias est un problème. Quelle que soit la qualité des rédactions, il y a des propriétaires là qui ont des intérêts à défendre. Et là, si l'essentiel est en jeu, ils ne laisseront pas faire. Et on le sent bien dans le conformisme, dans le suivisme, parfois dans certains médias. On sent ce climat-là. Et donc nous, notre force, c'est qu'on est totalement indépendant économiquement et totalement participatif, c'est-à-dire qu'on peut nous critiquer, on peut nous discuter, on peut nous prolonger, on n'est pas au-dessus de notre lecteur. Donc parce que vous avez cette indépendance-là, il y a aussi, pas des menaces, mais des intimidations du pouvoir ? Ils ont tenté avec cette tentative de perquisition, mais ça nous vaut au contraire de la popularité, du soutien. Voilà, notre force, elle est là, elle est du côté du public. Par ailleurs, moi, je n'aime pas me poser en victime. Nous, on fait notre travail. Que ce travail dérange, à la limite, c'est un compliment. Qu'il nous attaque de façon déloyale, eh ben, on se défend et on le fait savoir. Mais ici, personne ne peut faire pression sur nous. Nous sommes vraiment indépendants. Vous avez annoncé hier soir de nouvelles révélations cette semaine sur l'affaire Benalla. Ça y est, on passe véritablement dans une affaire d'État ou est-ce qu'on l'était déjà ? On est déjà dans une affaire d'État, bien sûr. C'est une affaire d'État qu'un conseiller du président de la République chargé de sa sécurité, son monsieur sécurité, à plusieurs reprises aille frapper des manifestants, molester des manifestants, des opposants politiques lors d'une manifestation, et qu'il soit, au lieu d'être viré, protégé, promu, conforté dans sa place, sans les révélations de la presse, du Monde, de Mediapart, on n'en aurait jamais su. Et puis la suite l'a montré, c'est une affaire d'État, qu'il ait continué à se voyager avec des passeports diplomatiques, c'est une affaire d'État qu'il ait négocié alors qu'il était à l'Élysée un contrat russe avec un oligarque russe pour sa sécurité privée, un type proche de Poutine, c'est une affaire d'État qui se soit senti dans une telle impunité pour violer son contrôle judiciaire et effacer des preuves, et nous allons continuer à documenter le fait que M. Benalla a une place dans le dispositif de M. Macron qui est exceptionnel, qui est hors de l'ordinaire et qui fait que du coup il n'est pas lâché. Il y a toujours une forme de soutien de monsieur Benalla par la garde rapprochée du président de la République. Et ce fait divers, dont nous ne connaissons pas la clé, pose une vraie question sur l'éthique de cette présidence, sur la vertu de cette présidence. J'ai une dernière question, Edoui Plenel. Il est beaucoup question de la gauche, des gauches, notamment dans le livre. Le Parti socialiste vient de se doter d'une tête de liste pour conduire les campagnes européennes. Raphaël Glucksmann, il voulait rassembler la gauche. Il se retrouve en tête à tête avec le PS. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la gauche aujourd'hui ? Écoutez, je vois comme tout le monde, quelle que soit la qualité des gens, les gauches vont en ordre dispersé, alors que sur le terrain, c'est la convergence qui se passe. Il y a des jeunes, des moins jeunes qui se mobilisent sur un même agenda démocratique, social, écologique.
Et puis là, pour les européennes, et on sait que notre monde est interdépendant, que donc il n'y a pas de solution dans un seul pays, eh bien pour les européennes, voilà qu'on a au minimum 5 listes. On a une liste insoumise, une liste socialiste, une liste écologique, une liste du Parti communiste, et je dois en oublier encore une. Lutte ouvrière. Et comme voilà, on a une bataille où chacun va essayer, dans une petite course de chevaux, de dominer l'autre ou de marquer l'autre. Bon, pourquoi? C'est une histoire à la française encore. Pourquoi font-ils tous ça? Pourquoi sont-ils tous dans ces logiques-là? Mais on le sait. Parce qu'il y a une autre échéance, et ils ne pensent qu'à cette échéance-là. Elle est dans 3 ans, la présidentielle. Au lieu de se dire qu'il y a un programme minimum commun sur l'Europe, toutes ces forces, elles peuvent se retrouver sur des choses fortes et essentielles face aux droites nationalistes et aux droites ultralibérales européennes. Et elles pourraient se dire, l'enjeu européen mérite qu'on mette nos forces en commun. Elles ne le font pas, pourquoi? Parce que toutes se disent, voilà, M. Hamon, M. Jadot, M. Glucksmann, M. Mélenchon derrière Mme Aubry, je ne sais pas qui derrière Yann Brossat, on se dit, dans 3 ans, il y a la présidentielle. Donc on utilise les européennes comme un galop d'essai de la présidentielle. C'est un tue l'espoir, cette histoire de la présidentielle. Même les anti-présidentialistes proclamés tombent dans ce piège. Et ce piège, au lieu de créer de l'unité, de la dynamique, crée de la division. Résultat des courses, le risque, en dehors d'une très forte abstention, c'est qu'on se retrouve avec un trio de tête où il y a l'extrême droite, le centre droit, c'est M. Macron, et la droite, c'est le candidat choisi par M. Wauquiez. Donc c'est une tristesse. Moi, je ne peux rien dire d'autre. Je crois que l'enjeu du monde aujourd'hui appelait des gens qui, un peu à la Jaurès, quand il réussit à unifier les organisations socialistes, se disent, écoutez, il y a une course à la catastrophe, quel pourrait être notre programme commun européen? Eh bien, il se trouve que toutes ces bonnes volontés se sont fracassées et que, au bout du compte, chacun y va en ordre dispersé. C'est leur choix. Je crois que, du coup, c'est à la société de faire vivre les convergences, les causes communes qui sont pour moi l'urgence. Merci beaucoup, Edouard Plenel.